particulier, dans une première partie, je voudrais resituer les Learning Analytics dans l'histoire des technologies éducatives, en me posant la question de savoir si on est en face d'un mythe, j'oserais dire un de plus, ou si on est en face d'une mutation et d'une mutation profonde. Vous verrez que lâchement, je ne répondrai pas à cette question de départ, mais en général, les interventions universitaires sont comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'au XIXe siècle, la pédagogie est considérée comme un art. La musique est un art, la danse en est un, la pédagogie en est un autre. Donc on a vraiment l'humain et la dimension artistique. Arrive la révolution industrielle. La première qui a peu de conséquences, mais la seconde en particulier, celle de l'électricité, celle du téléphone et d'autres moyens. Et très vite vont apparaître des machines, des technologies pour l'éducation. Quand on regarde un petit peu quel était le rôle qui était assigné à ces technologies, grosso modo, on en voit deux. Le premier rôle, en particulier aux États-Unis, dans les centaines de machines à enseigner qui sont conçues, c'est de mécaniser le raisonnement. Et donc, in fine, de remplacer le pédagogue. Devant un public de formation professionnelle, je dirais le formateur. Et le deuxième rôle qui est assigné, c'est d'illustrer le contenu du savoir. Et d'une certaine façon, de renforcer le pédagogue. Et ça va durer, ces deux objectifs, qui sont menés avec des moyens différents, vont durer tout le XXe siècle, jusqu'à l'arrivée d'Internet, et un petit peu avant Internet, sur les multimédias et leurs différentes approches. Alors par exemple, sur la mécanisation du savoir, on a toute une série de machines à des niveaux extrêmement différents. Dans une période récente, ces machines à enseigner vont être au service d'un enseignement programmé. C'est toute la dimension informatique, entre guillemets, dont beaucoup d'outils visent, in fine, à remplacer le formateur. La deuxième famille, celle qui vise à illustrer, c'est la famille audiovisuelle. La famille audiovisuelle, depuis le cinéma et la naissance du cinéma, il y a des dizaines de films qui sont produits pour la formation professionnelle. Je regardais il y a quelque temps un film produit en 1907 pour les poseurs de rails non francophones. Vous voyez ? Comment apprendre une technique professionnelle. Et puis ensuite, l'enregistrement sonore va jouer un grand rôle. Il y a quelques images ici. Et puis juste un mot sur la télévision scolaire et la télévision pour adultes en France dans les années 70, qui diffuse, alors qu'il n'y a que 2 chaînes de télévision, plus de 25 heures de programme par semaine. Qui s'en souvient ? Bon, là encore, l'ambition de la télévision scolaire à l'époque, c'est, moi j'ai connu un de ses directeurs, c'est un de mes mentors, c'était on remplace ces enseignants parce qu'ils sont mauvais. J'y reviendrai. Et donc, à l'arrivée de chaque nouvelle technologie, vous avez un certain nombre d'invariants. Le premier, c'est la formation va se transformer. La conclusion de mon voisin tout à l'heure, après son introduction, est de ce type, typiquement, pour le taquiner un peu, sur les neurosciences, en tout cas. Le deuxième aspect, c'est le discours pédagogiste. Enseigner sera dorénavant, ou former sera dorénavant, plus facile. Le troisième aspect, c'est on met la technologie, ou hard ou soft, au centre de la préoccupation, et on équipe ou on fait et on verra après. C'est assez typique sur un certain nombre de discours sur les learning analytics. L'autre aspect, c'est la mise en cause ou la place des formateurs ou de l'humain, conférence précédente. Et puis, le dernier élément, c'est qu'il y a rarement de leçons sur les étapes précédentes. On efface tout et on recommence.
Juste pour illustrer ce que je viens de dire, à chaque apparition de technologie, on propose, la dernière en date, c'est l'apparition des MOOC, la suppression des formateurs. C'est-à-dire, ils ne servent plus à rien. Et cette tentation est une tentation récurrente. Bien évidemment, ça ne marche jamais, pour des raisons que l'on pourra étudier par la suite. Sur le tutorat en formation à distance, c'est la même chose. Ça fait 20 ans qu'on nous annonce les tuteurs intelligents qui vont remplacer l'humain dans toutes les circonstances. J'ai juste cité, pour le plaisir, une citation de 2016, une récente, où on explique que les machines vont permettre de personnaliser la formation. C'est intéressant d'utiliser les mots de personne par rapport à un dispositif qui est un dispositif machinique. Alors, il ne faut pas caricaturer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout au long de cette période, et encore maintenant, un certain nombre de paradigmes sur la construction des savoirs vont évoluer. Plus personne, peu de monde se recommande, par exemple, à l'heure actuelle du behaviorisme. C'est très intéressant parce que lorsqu'on regarde un certain nombre d'approches du learning analytique, on y revient pour partie. Mais disons que ces paradigmes nous ont permis d'aborder autrement un certain nombre de points. Autre élément, mais que vous connaissez aussi bien que moi, c'est une mutation profonde des modes d'apprentissage. C'est-à-dire les trois modes séparés d'enseignement à distance, de face-à-face présentiel et d'auto-formation, depuis Internet, s'hybrident partout. C'est un des défis qui est lancé et c'est une construction d'ingénierie qu'il nous importe d'avoir en permanence en mémoire. J'insiste aussi pour dire que ma présentation historique, qui serait du style « c'est toujours la même chose », n'est pas de mise, c'est-à-dire que les choses sont plus compliquées. En fait, on est toujours dans une approche complexe où les pratiques sociales évoluent, les managements sont très compliqués à mettre en place. Que dire des technologies qui évoluent sans cesse? À côté de ça, vous avez des idées pédagogiques qui, elles, ne changent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on est toujours sur la conquête du Graal de la personnalisation de l'apprentissage, de la réussite pour tous, de la motivation de l'apprenant, etc., etc. Et dans cette relation systémique, on voit bien qu'aucune solution n'est jamais simple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au début de la révolution de l'électricité et des communications, il y a dans les machines enseignées deux paradigmes. Celui de remplacer le formateur et celui d'illustrer le contenu. Depuis Internet, globalement, il y en a trois nouveaux. D'une part, c'est l'accompagnement de l'apprentissage, on vient d'en parler. D'autre part, c'est la collaboration entre pairs, qui est plus récente. Et puis, ce que j'appelle le désenclavement de la formation. C'est-à-dire que les environnements personnels d'apprentissage, même si la terminologie est un peu lourde, font que tout apprenant va chercher de l'information ailleurs que dans sa propre formation. Il va en chercher ailleurs parce qu'il se dit, sur la toile, je vais trouver des choses. Pensez à mon hybridation de tout à l'heure. Donc, on était ou on est dans cette situation. Au niveau des dispositifs à distance, bien évidemment, on est passé d'un schéma assez simple et asynchrone à un schéma beaucoup plus riche que vous pratiquez probablement dans vos métiers, où la synchronie voisine avec l'asynchronie, où les pratiques individuelles et collectives se mêlent. Et puis, là-dessus, arrive depuis quelques années le discours, les technologies autour du learning analytique, qu'on voit en particulier moins aux États-Unis qu'en Australie, par exemple, quand on fait une recherche de l'état de l'art, mais on voit qu'un certain nombre de laboratoires
français d'informatique appliquée à l'apprentissage vont se lancer, communiquer dans les conférences internationales ou nationales. Bien évidemment, quand on est dans une lecture de l'ingénierie pédagogique liée au learning analytique, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on a une réingénierie sur le papier qui est formidable. Avant la formation, pour la création du parcours de formation de l'apprenant, pendant, en observant sa pratique, et à la fin, sur son évaluation et son bilan, et les capacités de réingénierie qui sont derrière. Et donc, sur le papier, les learning analytics, c'est vachement bien. Mais, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que, là aussi, c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît. Par exemple, beaucoup de discours vont, en fait, remplacer ou mettre de côté un certain nombre d'acquis qui nous semblaient importants dans la période récente depuis l'arrivée d'Internet. Par exemple, la collaboration entre pairs ou le désenclavement de la formation ne sont pas de mise. En revanche, l'individualisation de la formation devient une priorité évidente dans cette démarche. De ce fait, mon schéma de tout à l'heure se trouve d'une certaine façon amputé, même si on vous dit le contraire. De fait, quand on regarde, c'est comme l'histoire de l'accompagnement des MOOC. C'est assez marrant, parce qu'un MOOC, il n'y a pas d'accompagnement. À partir du moment où vous faites un accompagnement lourd, vous êtes dans une situation d'enseignement à distance qui revient plus au classique, et j'y souscris totalement. Sur les learning analytics, c'est pareil. Quelqu'un qui vous dit « Ah mais si, on peut faire beaucoup d'accompagnement, on peut faire du travail collectif, du travail entre pairs. » Ok, mais regardez le dogme central. Le dogme central repose sur les traces d'apprentissage et une automatisation, j'utilise le même terme, même s'il me questionne que le conférencier précédent, du tutorat et du processus d'accompagnement. Alors, après, la question que l'on peut se poser, c'est à quoi ça sert et à qui ça sert? Et là, ça devient intéressant, parce que quand on regarde dans les publications anglo-saxonnes, qui sont moins naïves que les publications françaises dans le domaine, pour qui bénéficie des learning analytics, c'est-à-dire des traces d'apprentissage des apprenants, on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau des enseignants, je reviendrai là-dessus, le niveau des institutions, à un niveau méso, un niveau des grandes institutions et de l'administration de ces grandes institutions. Et du coup, on peut là aussi s'interroger. Au passage, on peut remarquer qu'il y a un gros biais qui se produit quand on analyse la littérature autour de certaines tendances actuelles de recherche. C'est une réduction du processus de formation réduit à un rapport au savoir et aux compétences enseignées. Or, vous savez tous qu'un processus de formation, c'est beaucoup plus complexe que ça. Notre premier intervenant a montré des dimensions individuelles qui ne renvoient pas au savoir, au niveau par rapport au savoir, aux compétences par rapport à l'acquisition de ces savoirs ou à la mise en œuvre de ces compétences, mais à des données qui sont celles de l'individu, de sa situation,
de son rapport à la situation de formation, de son rapport à l'environnement de la formation, dans ce rapport aux autres. Bref, il me semble que les learning analytics sont un peu réducteurs dans ce domaine. Quand on regarde les conclusions, ou en tous les cas l'intervention d'un collègue sur ce même thème dans un séminaire de l'enseignement supérieur, personnellement, je ne vais pas dire que ça me fait rire, mais en tous les cas, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser un marteau-piqueur pour écraser une mouche? Parce que si les learning analytics doivent savoir ou permettre d'alerter un enseignant sur les difficultés rencontrées par un élève ou une classe, ça veut dire que ça renvoie à l'idée que les enseignants sont mauvais et ne sont pas capables de comprendre dans une assistance quels sont ceux qui ont des problèmes par rapport à l'acquisition du savoir. Je veux dire qu'au niveau d'un groupe restreint, l'usage de learning analytics ne me semble pas d'un intérêt capital, pour dire les choses de façon un peu tranchée. Et donc, si on réduit aux conclusions qui sont présentées là, il faut s'interroger sur ce que l'on met en œuvre. À l'inverse, vous avez des ambitions qui sont des ambitions pharaoniques. Par exemple, un article de Todt, sans rire, se pose la question de savoir si les traces de l'apprentissage peuvent remplacer les diplômes. C'est-à-dire, la question de la trace devient en elle-même une approche certifiante. Vous voyez, on n'est pas du tout au niveau de la slide précédente. On est dans une fonction d'industrialisation de l'apprentissage qui est une fonction à laquelle on n'échappera pas. Mais elle pose quand même un certain nombre de questions. Pour que vous compreniez bien cette notion d'échelle, je rebondis sur l'intervention précédente. Si une structure de formation développe un automate dans un secteur donné, un automate aussi complexe que celui que vous décriviez, vous imaginez le coût de développement de cet automate. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être développé dans une petite structure. Il impliquera que des petites structures normalisent leur production, normalisent leur contenu, standardisent. Alors, devant Blandin, je ne vais pas parler de normalisation, mais on va dire normalisent d'une part au niveau des entrées informatiques, mais d'autre part standardisent les contenus. Et là, on voit qu'on a une échelle totalement différente. Avec aussi, et la CNIL a alerté il n'y a pas très longtemps sur cette question, le problème des données qui sont mises en ligne, des traces de ces données et de l'utilisation de ces données. Alors, ne me prenez pas pour un humaniste forcené. C'est la seule diapositive où je parle d'une action que j'ai pu faire et d'une action passée. C'est-à-dire que moi, il y a 15 ans de cela, je traquais sur Internet, sur une plateforme, des comportements d'étudiants qui me semblaient pouvoir mieux guider mon approche de responsable de formation. Par exemple, une donnée très simple, comme celle de l'heure où les gens se connectent sur la plateforme. Mine de rien, après, eh bien, au niveau des classes virtuelles, ça va permettre de mieux les poser dans un calendrier. Et donc, on me fait signe, il faut que j'arrête, et ça tombe bien. Ma conclusion provisoire, c'est que les learning analytics, c'est à la fois une mutation profonde, qui est celle de l'industrialisation des processus de formation, mais c'est aussi, aujourd'hui, largement un mythe, parce qu'il est la plupart du temps décrit au niveau pédagogique,
alors que l'enjeu est à un niveau très institutionnel, très très large. J'étais il y a 3 semaines à une conférence de la Banque mondiale sur la comparaison des pays, des dispositifs d'éducation, formation et des enseignants en particulier. La proposition de recours à une analyse de données pose toute une série de problèmes. Et donc, pour terminer, je crois qu'il faut faire attention, si vous introduisez des outils, mais c'est ce qui a été dit précédemment, que la question de l'humain et de la collaboration entre pairs ne soit pas zappée. Sinon, on aura, c'est lui Robida, on aura une pratique de formation largement autiste des apprenants. Je vous remercie de votre attention.